Alors bonjour, nous sommes au 4e jour de ce 20e Festival des héros du cinéma et de la télé qui se déroule pas très bien depuis vendredi dernier. Donc aujourd'hui, c'est une journée off pour le cinéma, presque je dis, parce qu'on a quand même 2 films cet après-midi, ce qui oblige des prouesses techniques à l'équipe technique justement pour pouvoir mettre un décor et remettre du cinéma et recaler toute la projection 2 fois dans la journée, ce qui est énorme. Et parce qu'il y a théâtre ce soir. On a une très belle pièce dont on parlera aussi dans la deuxième partie de cette interview, qui s'appelle Pour le meilleur et pour le pire. Et moi je trouve que Pour le meilleur et pour le rire, c'était pas mal aussi. Je sais pas, je me trompe, mais c'est mieux. La vérité, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est vraiment pour le meilleur et pour le pire étant assez important quand même dans cette pièce. Mais qui donne le rire. Le pire donne évidemment le rire, sinon c'est pas drôle. Donc il n'y a pas de pire, en fait, il n'y a que du rire. Et donc voilà, le principe des acteurs 15. Alors, la première question que je pose aux comédiens, et nous on se connaît un peu, donc je sais un peu ta carrière, je sais ce que tu as fait, mais Patrick Parrot, est-ce que tu étais prédestiné à ce métier? Tu as toujours voulu être comédien ou c'est arrivé par hasard parce que tu as croisé à la boucherie quelqu'un qui t'a dit vous avez une tête à faire du cinéma, vous, non? Comment? Non, j'ai toujours voulu faire ça. Voilà. Une école, etc. Oui, je devais avoir 9-10 ans, j'avais des disques de Fernand Reynaud. Et vous avez connu Fernand Reynaud. La génération a connu Fernand Reynaud. Et tout le monde connaît Fernand Reynaud. Voilà, et eh bien, je notais ces sketchs, voilà. Et puis après, je les réadaptais pour en faire, pour pas les jouer seul, mais avec d'autres personnes, lorsqu'il y avait la fête des profs, etc. Donc j'étais... je créais toujours des clubs de théâtre dans les établissements que j'ai fréquentés. Et voilà, une fois, un prof qui était très sévère avec moi, je trouvais très sérieux, et a dit à ma mère qui venait voir comment se passait la scolarité, j'étais un élève, peut mieux faire, voilà. Et il lui a dit, plus tard, votre fils devrait monter sur les planches. Voilà. Et là, ça m'étonnait parce que venant de sa part, j'étais surpris. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus eu peur du tout de dire que je voulais faire ça, parce que dans mon milieu, j'étais jamais allé au théâtre, ni à la télévision, ni au cinéma à cet âge-là. Et donc ça m'a ouvert les portes parce que le prof l'avait dit. Voilà. C'est important, c'est une anecdote qui revient souvent, qu'il y a toujours quelqu'un qui a dit planche un prof, et souvent pour des élèves entre guillemets moyens, enfin du style peut bien faire, qui, comme Boudère disait hier, élèves sans histoire et sans géographie. Voilà, et ça n'empêche qu'aujourd'hui, comme les métiers évoluent, vous savez que la moitié des métiers que feront nos enfants des générations qui viennent, n'existent pas encore. Pour dire que c'est... Alors que le métier de comédien existe depuis longtemps, et il existera toujours. Enfin, j'espère. Normalement, c'est bien parti pour. Et est-ce que tu as un esprit de troupe? Alors, quand j'ai dit, parce que beaucoup sont venus ici, et je me suis rendu compte que le moteur, tous ceux qui ont fait partie entre guillemets, d'une troupe, comme Moineau, avec la bande des Bronzés, Splendide, il y a eu le Café de la Gare, il y a eu les troupes, et j'avais Marie Guillard qui était pas du tout dans le coup et qui a dit, mais zut, c'est ça je savais qu'il me manquait quelque chose, c'est que l'esprit de troupe fait qu'on a des projets, on fait plein de choses, alors que tout seul, on attend les projets et c'est souvent compliqué. Donc est-ce que tu as eu cette notion tu as une carrière individuelle ou finalement tu avais des petites troupes comme tu parlais de l'école? Non, absolument, oui. Après, au théâtre, oui, c'était avec des troupes. Alors la seule troupe constituée vraiment importante, c'est la Comédie Française, mais autrement, il y a des familles au théâtre. Donc moi, il m'est arrivé de travailler avec un même metteur en scène pendant 6-7 spectacles, donc, avec aussi les mêmes comédiens, de partir en tournée ensemble. Voilà, à chaque fois, ça a été des troupes. Tu es passé par la Comédie Française alors? Pardon? Tu es passé par la Comédie Française? Non, je disais que la seule troupe vraiment constituée, c'est la Comédie Française, où vraiment les actrices, les acteurs sont sociétaires, etc. Mais autrement, il y a souvent quand même des familles de théâtre, et on travaille pendant un certain nombre d'années ensemble. Puis après, on décide soit de quitter un peu cette famille pour en retrouver une autre. On reviendra à Patrick Parrot. Alors Rebecca, toi, est-ce que tu as été un enfant de la balle? Moi je sais qu'on t'a vu dans des spectacles très très jeunes. Moi j'ai commencé à 8 ans dans les spectacles de Chantal Goya. Enfin, dans un des spectacles de Chantal Goya. Chantal Goya qui tourne encore. Hein. Oui, bien sûr, et qui d'ailleurs vient de terminer la tournée du spectacle qu'on avait créé en 1983.
J'y suis arrivée totalement par hasard parce qu'en fait, ma maman est professeure de danse. Une de ses élèves partait avec Chantal, mais en adulte, en danseuse, et on a parlé un peu comme ça à la maison. Et évidemment, j'avais 8 ans et j'avais très très envie, moi, de passer le casting. Ma mère se dit, bon, on prend pas beaucoup de risques, elle peut y aller, il y aura tout Paris. Et en fait, on a eu un coup de cœur, et enfin, Chantal et moi, on a eu un coup de cœur, et du coup, elle m'a choisie. Et je suis partie pendant 2 ans avec elle sur toutes les tournées, tout ça. Mais c'est vrai que j'étais pas du tout, enfin, personne de la famille n'était là-dedans. C'était un peu compliqué pour ma maman de m'emmener au Palais des Congrès, d'aller me chercher. Mais voilà, je remercie ma maman qui m'a quand même aidé à faire tout ça. Je me souviens d'une émission qui passait à la télévision, on invitait une personnalité, en l'occurrence c'était toi ou elle, une surprise, vous chantiez. Alors j'ai été invitée, ça s'appelait Duo Mystère. Duo Mystère. En fait, il fallait chanter une chanson. Donc, en fait, les deux sont invités, c'est-à-dire qu'on est invité, on ne sait pas. Et sans savoir qui est l'autre. Voilà, on nous donne une chanson et on se retrouve dans un tube, c'est terrible. C'est une espèce de tube, la musique commence, on chante, on entend le retour mais avec une voix déformée. Il y a une espèce de truc au milieu qui se lève, et c'était Chantal, donc en fait on a fait un duo toutes les deux. Et c'était très très émouvant pour moi parce que pour moi Chantal c'est toute mon enfance, donc d'un coup de la voir, je la vois régulièrement, mais de la voir là et de chanter avec elle, c'était quand même un grand bonheur. Alors est-ce que cette expérience de gamine à 8 ans t'a donné envie de continuer, ou tu es parti faire du théâtre parce que je suis partie faire du vélo. Non. En fait, elle a gagné le Tour de France en 86. Non, après encore totalement par hasard, ma mère à l'époque lisait un journal qui s'appelait Libération et dans lequel il y avait une petite annonce avec écrit « Cherchons petite fille cheveux longs blonds pour jouer le rôle d'une enfant de parents séparés ». Ça tombait bien, parce que j'étais petite, j'avais les cheveux longs, j'avais pas mon papa avec moi, et je me suis dit, tiens, je vais passer cette audition. Pareil, ma mère s'est dit, c'est pas grave, on va l'emmener. J'y suis allée, et c'était pour tourner Le Livre de Marie, qui est un film accolé à Je vous salue Marie de Godard. Et voilà, j'ai eu le rôle. Il fallait danser ce qu'on ressentait, ce qui, avec une maman danseuse, est quand même assez facile. Et lire un poème de Baudelaire. Ça, je m'en souviens, je l'ai toujours. Avec quel âge, et j'avais 11 ans. Donc j'ai tourné ça, je suis partie 3 semaines un peu loin de ma maman, j'ai trouvé ça horrible. Avec Anne-Marie Miéville, le film était d'Anne-Marie Miéville, il y avait Aurore Clément qui jouait ma maman, Bruno Kremer qui jouait mon papa. Et quand je suis rentrée de ça, je voulais redevenir une petite fille normale, parce qu'en fait, devant l'école, dans mon collège en 6e, il y avait une grande affiche avec ma tête, et je l'ai très très mal vécue. Parce que je suis très timide et qu'en fait tous les gens de l'école ont pensé que j'étais un peu hautaine, ou je sais pas, parce que je n'osais plus leur parler, ça me mettait très très mal à l'aise. Donc là j'ai dit j'arrête tout, je veux plus rien faire. Et puis en fait c'est pas vrai, parce que quand on est passionné de quelque chose, ça nous trotte dans la tête. J'étais à Henri IV à Paris, qui est pas du tout un collège ni un lycée fait pour des gens qui ont envie d'être artistes. Donc finalement, ça m'a rejoint. Lycée de Macron, quoi. On a failli avoir Rebecca comme ministre. Alors la culture, ça aurait quand même été mieux, hein. Honnêtement, franchement. J'aurais essayé. Ouais. Mais non, voilà, puis finalement ça m'a rattrapé, et puis finalement, je suis là, avec vous, et au Festival du Cap d'Agde, et je fête les 20 ans du festival, et je suis très contente. Oui, parce que tu es une des premières invitées que j'ai eues, il y a longtemps, on se connaît bien. Je crois que ça fait 18 ans que je viens. 18 ans, voilà. Je t'ai connue enceinte, bien avant, après enceinte, après avec ta fille, et puis bientôt avec ma petite fille. je viendrai avec mes petits enfants. Non, mais il faut bien que... Bon, 20 ans, ça fait quand même une histoire, 20 ans. Hein. Et puis quand je vois les moments choisis qui passent, on a reçu du beau monde, quoi, parce qu'il y a quand même, sur 20 ans, j'ai calculé que ça faisait quand même plus de 1200 comédiens. C'est énorme quand même, en 20 ans. Et ça en fait un paquet d'entre vous, donc forcément... Je crois que sur Plus belle la vie, on a eu 2800 et quelques comédiens en 20 ans, donc on est presque... Ah oui, et puis moi, franchement, Plus belle la vie, parce que moi, ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais signaler. On pourra peut-être en parler, Plus belle la vie, mais c'était que les temps évoluaient, parce que Plus belle la vie est quand même la série qui a, on va dire, lancé le concept des séries aujourd'hui que tout le monde regarde. Il se fut un temps où Plus belle la vie, je vais pas dire que c'était pas mal vu, mais c'était pas très glorieux de dire... Parce que quand on demandait aux gens, ils connaissent, mais etc. Sauf que je sais pas où ils sortaient les millions de spectateurs, mais officiellement,
c'était un peu, on va dire, le parent pauvre Non, du... les débuts étaient très durs sur Plus belle la vie, qu'on appelait, enfin pas nous évidemment, mais que le public appelait Poubelle la vie. Ils avaient beaucoup de mal à concevoir ce nouveau concept de télé quotidienne. Donc c'est vrai que les débuts ont été très très compliqués, mais en tout cas je pense que tous les comédiens, la production et les auteurs, enfin, on a tous été très heureux de voir que ça avait effectivement donné envie à d'autres chaînes, d'autres productions, de faire d'autres séries. Évidemment, il y a une série qu'on connaît bien qui est Camping Paradis, mais qui n'est pas une quotidienne et qui ne retrace pas... Voilà, il n'y a pas de entre guillemets, concurrence. Parce que non, mais de toute façon, il n'y a qu'en France qu'on parle de concurrence. Voilà. Donc, même avec DNA et Ainsi qu'en Soleil, il n'y avait pas de concurrence puisqu'on pouvait zapper de chaîne en chaîne et rater aucun des épisodes. On pouvait faire 6 épisodes dans la journée, ou 4 ou 5, je ne sais pas combien il y en avait. Mais ça n'est pas de la concurrence. Les Français adorent parler de concurrence. Exactement. Mais en tout cas, moi j'aime tous les comédiens de toutes les autres séries, même si Plus belle la vie n'existe plus. Et j'ai toujours dit que Plus belle la vie, pour moi, c'était ce que les gens aimaient. Alors quand je dis un festival populaire ou quelque chose de populaire, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il plaît au public. Et alors que souvent, populaire, il y a un côté populace, quoi. C'est pas pour... Non. Et Plus belle la vie a commencé à traiter des sujets de société, etc. Et c'est ça la révolution. Et aujourd'hui, regardez ce que fait DNA sur le Soleil, c'est la vie d'aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que Plus belle la vie, revue et corrigée. Mais... non, c'est autre chose. Oui, mais c'est parce qu'il y a eu Plus belle la vie qu'il y a ces séries-là. Et donc, il faut rendre hommage, et comme j'ai dit, moi je mets un point d'honneur à réinviter même les comédiens qui aujourd'hui, parce qu'il y a eu tellement de comédiens qu'il y en a beaucoup qui sont entre guillemets en attente de choses. Donc on les réinvitera parce que là c'est un métier, je dis toujours, le métier de comédien c'est le métier le plus dur au monde parce qu'ils ont beau faire plein de choses, le lendemain ils sont obligés de faire un casting, ils sont obligés de repasser par les essais et c'est pas souvent, enfin il y a des moments où on gagne pas tous les coups. Et ce qui est difficile, et je pense que Patrick pourrait en parler tout aussi bien que moi, mais ce qui est difficile quand on a été très longtemps dans une série ou quand on est toujours dans une série, c'est que non seulement il faut faire oublier la personne qu'on est, mais le personnage qu'on a incarné si longtemps. C'est-à-dire que normalement, on devrait arriver juste en disant « Bonjour, je suis Rebecca Hampton, je vais essayer de vous montrer ce personnage-là », mais là, les gens se disent « Ouh là là, c'est Rebecca Hampton, ouh là là, c'est Céline Frémont ». Du coup, ça fait deux personnes à faire oublier pour proposer un nouveau rôle. Donc c'est vrai que parfois, il y a quelques préjugés ou quelques a priori, on va dire. Effectivement, c'est la différence entre le cinéma et la télévision, c'est qu'à la télévision, vous êtes associé à un personnage, et quand on vous voit arriver, les gens disent « Ah, c'est Céline Frémont de Plus belle la vie ». Donc quand tu arrives que tu joues autre chose, il y a un côté de « Bon, c'est pas... » Moi j'ai eu de la chance parce que pendant 18 ans, j'ai eu un nom à particules, et je trouvais ça assez agréable, j'avais l'impression d'être un peu plus noble. Je m'appelais Rebecca de Plus belle la vie. Et je trouvais ça pas mal. Voilà. Patrick, toi, avant d'arriver sur Camping Paradis, parce que là aussi, c'est un bail. Oui, ça doit faire... j'ai du mal, mais je crois que 13 ans. Je suis pas arrivé au tout début de Camping, mais... oui, 13 ans. Mais c'est vrai que des rôles, bon, Monsieur Parizeau, c'est un rôle qui marque, on doit te le dire... Oui, là, dans la rue, c'est « Oh, Parizeau !» C'est ce que disait Rebecca, hein. Moi je suis associé à Parizeau, je me balade à vélo, c'est Parizeau, je me souviens quand même au ski avec un casque, j'en être Parizeau, je me dis merde, comment ils font? Comment Parizeau fait du ski? Non, c'est pas ça, c'est surtout que ce qui est improbable, c'est qu'effectivement, comme on met à la télé, enfin en tout cas j'y étais à l'époque, mais on y est souvent, voire tous les jours, les gens nous connaissent par cœur. Parce que ce que Patrick a vécu, moi je l'ai vécu au Mexique, c'est complètement dingue, je plonge dans une vague, je remonte de la vague, et là j'entends « Il y a Céline Frémont !» Je me suis dit « Mais c'est pas possible, Céline Frémont est très apprêtée, là j'ai une espèce de vieux maillot à petits cheveux comme ça. » Et c'est vrai que les gens nous connaissent tellement que je pense que même camouflé, tout le monde te reconnaîtrait. Moi j'ai joué aussi, par exemple, une des dernières pièces que j'ai jouées au théâtre, c'était L'école des femmes, donc Arnolphe. Et quand je rentrais en scène, j'entendais « C'est Parizeau. C'est Parizeau. » Et là je me disais « Attends, on va être 2 heures en scène,
c'est des alexandrins. Déjà, accrochez-vous parce que la scène de présentation, il y a des informations dedans et elles ne sont pas faciles à faire passer. Donc, laissez tomber Parisot là quelques secondes et après c'était magnifique, quoi. Après c'était toujours le fait d'être étonné, ah bon, mais vous faites ça aussi. Voilà. Mais effectivement, donc ça marque. Alors, avant d'arriver à Parisot et Camping Paradis, je suppose qu'il y a eu un parcours après tes premières. Quelle est la première fois où tu t'es dit là, je fais vraiment un rôle d'acteur? Est-ce que c'est plutôt le classique au théâtre? C'était où? Oh, je veux dire, là, très simplement, alors bon, moi j'avais écrit des pièces à l'école, hein, quand je jouais, je mettais en scène, je mettais des indications aux acteurs, j'étais très directif, même je connais des choses au plus fort, là regarde à gauche, enfin, voilà, ils étaient jamais tranquilles, bon bref. Et le premier rôle que j'ai joué professionnel, où j'avais une feuille de paye, les bandes là, où c'était marqué artiste dramatique, c'était Brin d'Avoine dans l'Avare. Et Brin d'Avoine dans l'Avare avait une phrase à dire. Mais en revanche, on était là très souvent, sur le plateau, dans la mise en scène, on passait souvent. Et la première fois que je devais jouer cette pièce, c'était à Orléans. On a le cadeau d'Orléans, on avait après acheté ce spectacle avant que nous ne jouions à Paris. Et j'étais dans les coulisses et tout d'un coup, j'entends un trou. Si on peut dire, j'entends un trou. Plus personne ne parlait et je me disais merde. Je suis dans les coulisses et j'ai pas le texte là pour envoyer la phrase. Et finalement, il y a un copain qui passe tête en coulisses comme ça en disant c'est à toi. Et la seule phrase que j'avais à dire, je venais déjà de la rater, quoi. Ça, c'était mes débuts professionnels. Voilà. Est-ce que c'est devenu un bon ou ça a été un mauvais souvenir au départ? Ah bon non, c'était mauvais souvenir, mais c'était un bon. Oui, bien sûr, après on se marre. Et alors, quand tu dis un peu de paye, quand tous ceux que j'ai reçus, il y a, par exemple, on avait l'équipe des bronzés, ils ont commencé tout seuls, et ils étaient contents la première fois qu'ils ont touché chacun 50 francs. La première recette de 50 francs, t'imagines, des gars qui sont clavier, l'arbitre. Mais à certains moments, quand tout d'un coup on démarre professionnellement, je dis, mais moi j'étais payé pour faire ce que j'aimais. C'est ce qu'ils ont eu, ils ont dit, mais voilà, 50 balles pour s'amuser. Voilà, c'est énorme. Donc j'ai eu l'occasion de faire des tournées avec des pièces de Molière en Syrie, en Égypte, en Turquie, etc. Et j'étais payé pour le faire. Alors maintenant, je regarde les choses différemment. Mais en tous les cas, à l'époque, c'était un cadeau, quoi. Mais on dit jouer la comédie. Donc moi, je pense que la chance qu'on a, vraiment, les comédiens, c'est de se dire que finalement, on fait toujours ce qu'on aime. On rencontre en plus des gens qu'on aime. Finalement, quand... alors, je dis pas quand ça marche, mais quand c'est vu, ou regardé au théâtre, ou à la télé, d'un coup, on se dit, on rend des gens heureux. C'est quand même, on donne des émotions à des gens, on s'en donne nous, on en partage. Pour moi, franchement, c'est le meilleur métier du monde. Et effectivement, être payé pour jouer, c'est quand même magnifique. Finalement, on reste des enfants et on continue tout le temps. Avec une petite pression supplémentaire, on va pas vous le cacher. Parce que quand on monte sur scène, on est rarement en train de sautiller derrière, pour ma part. Mais vous verrez ça ce soir pour certains. Alors, Patrick, une anecdote particulière. Qu'est-ce que tu devais dire, tiens, j'ai un souvenir, quel est pas forcément un mauvais ou un bon souvenir, une anecdote qu'on trouve nulle part? Bah, déjà, celle qui n'est pas forcément avouable, mais qu'on dit, tiens, finalement, je vais le dire parce que c'est... Oui, c'est voilà. Trou et des pas. Oui, la seule phrase que je ne dis pas. Non, je me souviens de... si je jouais les deux orphelines. Les deux orphelines, c'est un mélodrame. Que nous avons joué à Chaillot, à la Porte Saint-Martin, dans les années 80. Et on l'a joué en tournée beaucoup. Un mélodrame, vous connaissez l'histoire des deux orphelines, c'est qu'il y en a une qui est aveugle, qui chante à la sortie. Elles ont perdu leurs parents. Elles venaient de Normandie, elles ont perdu leurs parents. Elles chantent à la sortie de l'église Saint-Sulpice à Paris, la petite aveugle qui chante comme ça. Et puis on était à Marseille, au gymnase à Marseille, et elle était en train de chanter sous la neige. Et il y avait des machines à neige et, qui étaient actionnées de coulisses comme ça, les flocons, des petits confettis tombaient comme ça. Et c'était poignant.
Naturellement, parce qu'on savait qu'il y a la comtesse qui allait sortir de l'église Saint-Sulpice et qui allait entendre, normalement, elle entendait une voix, et tout d'un coup, cette voix de cette petite fille qui chantait, elle disait « ma fille, ma fille ». Elle reconnaissait sa fille. Et là, à Marseille, on n'avait pas pu mettre les machines à neige. Donc, c'était des techniciens qui jetaient régulièrement, ils étaient dans les cintres, et ils jetaient la neige. Et en même temps, ils regardaient ce qui se passait. Et puis, à un moment donné, naturellement, il y a le paquet de Marlboro qui est tombé. Et la petite, juste à côté de la... J'ai une comédienne qui chantait. Voilà c'est une petite anecdote que j'ai mis à raconter, qui est due voilà, aux incidents de la vie. Quoi. Voilà, non, mais voilà, c'est ce genre d'anecdote, je trouve que c'est dans les métiers de comédien, vous avez forcément eu des bons, des mauvais moments. Et toi, alors, Rebecca, est-ce qu'il y a ou un moment, un trou, un fou rire, c'est quelque chose qui fait que bien. Moi, je suis très très traqueuse. J'ai pas beaucoup de fou rire, d'ailleurs, quand on regardait tout ce qui était comment on appelle ça Quand on rire sur les... Oui, les petites bêtises, les bêtisiers. Ouais, merci. Dans les bêtisiers, on voyait rarement rire, ou alors quand c'était vraiment quand le décor s'effondrait. Tout à coup, un humour très british, je rigolais. Mais moi, j'ai un souvenir, je jouais une pièce qui s'appelle Attachement au radiateur, avec Anthony Delon. Après les orphelines et Attachement au radiateur... On n'est pas du tout dans le même registre. On est au Canada, on est fou. Attachement au radiateur, c'était avec Anthony Delon et Arsène Mosca, entre autres. Et on a joué cette pièce vraiment beaucoup. C'était une pièce de Raffi Chart. On rigolait beaucoup, tout se passait très très bien. Et je pense qu'à la 60e, donc c'est quand même, elle était bien rodée, on n'était pas au début, quoi. Je faisais une avancée sur scène et j'avais un petit monologue. Bon, excusez-moi, je devais parler de poils, c'est passionnant, ça tombe bien au Cap d'Agde. Et je fais mon avancée, et là, je ne sais plus du tout ce que je dois dire, mais plus du tout. Donc je me retourne, et sur le canapé, il y avait Anthony Delon et Arsène. Et Arsène, gentiment, a sans doute voulu m'aider, et il m'a regardé, il m'a dit « poil ». Et là, j'ai regardé Arsène, et je me suis dit « pourquoi il me parle de poil ?» Et en fait, pour moi, d'un coup, c'était une poêle à frire. Je n'aimais pas du tout ça dans le texte. Et donc, j'étais en avant-scène. Et d'un coup, je me suis désespérée. J'ai fait... Donc, j'allais pour partir parce que je me suis dit, de toute façon, ça ne sert à rien que je reste devant. Et en faisant mon petit déplacement, la phrase m'est revenue et tout m'est revenu. J'ai eu l'impression que ça durait... Je ne vais pas vous mentir. Hein, j'ai eu l'impression de rester un quart d'heure devant, toute seule. Je commençais à transpirer. Et j'avais 2 amis dans la salle. Et quand ils sont venus me voir à la fin, je dis, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée, et ils m'ont dit point. Je dis pas pour l'énorme trou que j'ai eu, ils m'ont dit on n'a rien vu du tout. Et en fait, pour nous, parfois sur scène, quand on oublie quelque chose ou quand on se trompe, eh ben on a l'impression que ça gâche tout. Mais en fait, parce qu'on est un peu égocentré finalement, mais on est quand même assez nombreux sur le plateau et on se sauve mutuellement généralement. Oui, c'est ça, il y a la solidarité des autres. Ou alors, exactement. À l'inverse, j'avais moi des expériences avec les oiseaux, là, des bronzés et compagnie, où tu avais ceux qui étaient carrément derrière et qui faisaient tout pour les faire rire. Quand ça devenait, ils ne pouvaient pas être sérieux, et c'était là. Et ça arrive, ça aussi. Voilà. Et c'est des moments de solitude. Toi, tu as eu un moment de solitude, à part ta phrase loupée? Non, je repense à une histoire de trou comme ça, parce que on peut faire un florilège là-dessus. Mais je jouais avec Monique Mélinan, je sais pas, qui a été une actrice qui est décédée maintenant, qui a été à un moment donné la compagne de Louis Jouvet. Et on était en tournée, une pièce qu'on jouait depuis pas mal de temps. Et en coulisses, on ne s'était pas vu de la journée, on discute en coulisses, la pièce avait déjà commencé, qu'est-ce que tu as fait, tu as mangé où hier, etc. Et moi, tu as bien dormi, il me dit, j'ai très mal dormi, j'ai rêvé, j'avais un trou. Et je me suis réveillé, voilà. Et puis on discutait dans les coulisses, puis d'un coup je lui dis, c'est à toi, c'est à toi. Elle rentre. Voilà, le trou. L'autre comédienne qui disait, je peux faire quelque chose pour vous. Plus elle lui disait, plus c'était bien. Donc j'avais travaillé avec Daniel Nesguich, un théâtre, qui a dit, si jamais il y a un trou, il y a la voix d'un seigneur qui dit bien haut en coulisses la phrase, voilà. Et moi j'ai dit la phrase très haut parce que j'avais le texte pour qu'elle reprenne. Oui, parce qu'avant c'était un métier, souffleur. Oui. Donc il y a eu une pièce de théâtre écrite par Thiago Rodriguez, qui est directeur d'Avignon maintenant, sur une souffleuse. Au Théâtre National à Lisbonne, il y avait une souffleuse, une dame, et il l'a mis sur scène.
elle avait les textes, de Racine, de Tchekhov, tout ça, et elle soufflait en direct à d'autres acteurs, elle leur disait le texte comme ça. C'était un hommage à cette femme qui n'avait plus de travail de souffleuse, parce qu'effectivement, elle était devenue un peu son assistante, mais elle a été très très longtemps souffleuse, et il l'a mis en scène, et c'était le personnage principal de ce spectacle, il y a 2-3 ans. Ouais. Ce qu'il faut savoir, aussi, c'est que c'est vraiment je crois, hein, mais le cauchemar du comédien, c'est effectivement d'avoir un trou. Parce que quand on tourne pour la télévision, même pour le cinéma, bon, mais s'il y a un trou, on reprend, on refait. Maintenant, c'est plus de la pellicule, donc on met personne vraiment dans l'embarras. On essaie de faire le moins de temps possible. Mais sur scène, quand on n'a plus le texte, on n'a plus le texte. Et je ne sais pas si toi, ça t'arrive, mais moi, régulièrement, les veilles de première, je fais des cauchemars épouvantables où non seulement j'ai plus le texte, mais je ne sais même plus quelle pièce je vais jouer, où d'un coup, je ne sais plus le personnage, et on se réveille en se disant oh, mais c'est affreux, je viens d'apprendre, je ne sais pas combien de pages, je ne les connais plus du tout. Et ça arrive. Donc au début, on a souvent le texte dans les coulisses et on relit comme ça, en se disant vite, je vais relire ce que je dois dire. Mais finalement, ça ne marche pas comme ça. Et puis il faut faire confiance à notre mémoire et puis au corps qui enregistre ce qu'on fait. Mais c'est vrai que c'est un affreux cauchemar quand même. Une dernière sur les trous, mais on l'attribue à Michel Galabru. À l'époque où il y avait des dramatiques télé, il y avait une chaîne, quoi, des dramatiques télé en direct. C'est-à-dire que les acteurs jouaient devant des millions de téléspectateurs en noir et blanc, et les caméras se déplaçaient, il y avait tout, c'était comme dans une piste d'aéroport, chaque caméra avait son trajet, et donc on m'a dit que c'était Galabru qui avait eu un trou, et ça donnait ça. Il a fait passer ça pour une bonne leçon. C'est pas étonnant de l'enlever parce que c'est aussi ça, le métier de comédien, c'est de rebondir et de remettre la faute à quelqu'un d'autre en disant mais qu'est-ce qu'il fout, l'ingénieur du son, il a coupé le son. Je trouve ça génial ça. En même temps, je trouve que il y a ce que vous devez savoir, mais vous le savez, c'est que souvent le public prend ça comme organisé quoi. C'est un faux, parce que si c'est repris et que ça se marche, les gens disent ouais, mais ça c'était prévu, il a fait exprès ou il a fait exprès d'être repêché par son camarade. Et c'est là qu'on voit vraiment de l'extérieur, on voit quand il y a une vraie, on va dire, solidarité dans les troupes, et celle où ça s'entend un peu moins, où ça, les gens se disent oh, petite merde. Mais il faut quand même savoir qu'il y a effectivement une différence entre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire attachement au radiateur ou une pièce de Racine. Ah oui, c'est sûr que il peut y avoir une vraie solidarité, effectivement, dans une comédie, dans quelque chose. Mais quand on est dans une pièce en alexandrin, même si on adore son partenaire de jeu, pour le coup, s'il y a un trou ou s'il y a un oubli, c'est très très compliqué de donner l'alexandrin l'air de rien. C'est-à-dire que nous, on peut s'arranger. Même ce soir, vous verrez, j'espère pas, mais au pire des cas, on peut s'arranger. Ce sera réalisé, ne vous inquiétez pas, ils auront répété le faux trou. Etc. Non, nous n'aurons pas de trou, il n'y aura pas de fou rire. Je vais rendre hommage à quelqu'un que j'adore, qui n'a pas pu venir, mais qui s'appelle Bruno Solo, que tout le monde connaît. Et on a tourné ici avec Moki un film qui s'appelle Le Bénévole. Et il y avait une scène avec Michel Serrault, Bruno Solo, Bernard Farcy, Theodore Atkin et un dernier comédien. Je ne sais même plus qui c'est parce que c'est lui qui prend. Et donc c'est on va dire c'est une scène où c'est tac, 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 chacun répond, c'est bien. Et puis, Bruno Solo commence sa phrase, Bernard Farcy suit, troisième, etc. Et arrive Michel Serrault. Ça sort pas. Alors Moki dit, oh derrière, c'est pas grave, parce qu'il se disait vous. Michel, c'est pas grave, on la refait. Deuxième, le solo commence, par-ci, etc. Michel Serrault, qui quand même était en fin de carrière, mais qui avait quand même, c'était Michel Serrault, et qui, et ça sort pas. Et là, tout le monde voit la détresse de Michel Serrault, qui se rend compte, et là, Bruno Solo dit, non mais ça va pas. Et le pauvre cinquième comédien dit, tu connais pas ton texte, donc tu peux pas dire la réplique, et il donne la réplique à Michel Serrault. Et l'autre, je dis, mais moi j'ai dit la mienne, je sais pourquoi mon gueule, moi, tu sais rien, qui n'a pas capté. Et Bruno Solo fait, on l'a refait. Et Moki n'a rien dit. Et là, ils ont fait la scène, et Serrault a sorti la phrase. Je trouve ça d'une noblesse
C'est fantastique parce que quand on imagine la carrière de Michel Serrault, que ce soit un gars comme Serrault, parce que Monkey n'a rien dit, vous n'avez rien osé dire. Pour une fois. Ouais, il n'a rien dit, on s'est dit merde, ça ne sortira pas. Et je trouve que c'est quand même génial que ce soit, je rends hommage donc à Bruno Solo. Moi, ça m'avait frappé, cette solidarité de dire c'est la faute d'un autre, et du coup, en donnant la phrase, et c'est Serrault qui l'a sorti. Je trouve que c'est une belle leçon on va dire, d'humilité de ces comédiens que vous êtes tous, et où vous avez un métier formidable, mais aussi humainement, ça joue. Tout le monde n'a pas la même humanité. Alors, je reviens à Rebecca. Pour arriver, Plus belle la vie s'est arrêtée, tu es reparti, mais tu avais quand même déjà commencé le théâtre aussi. Avant la fin de Plus belle la vie? Oui. Ah oui, mais ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je fais du théâtre. Et Plus belle la vie avait enterré, entre guillemets, ou pas le Non, 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 moi j'ai été sur scène tant que ma fille n'était pas scolarisée, enfin avant qu'elle soit dans mon ventre. J'ai répété enceinte, j'ai joué, elle avait 15 jours, donc c'était très drôle parce que pour la petite histoire, j'ai allaité ma fille, elle était en coulisses, et dès que je sortais, pouf, et après hop, je rentrais. Donc ma fille a vraiment passé ses premiers moments en coulisses à se dire sans doute qu'est-ce qui se passe dans cette vie bizarre, dans ce monde. Et non, jusqu'à ses 3 ans, elle est venue avec moi en tournée à chaque fois. Et puis quand elle a été scolarisée, j'avais pas du tout envie de l'abandonner, ni de la déstabiliser en la sortant de l'école à chaque fois, parce que je pense que... Je crois que quelqu'un nous appelle. Ah, c'est peut-être mon réveil. Et comme quoi, bravo, hein, c'est quand même bien. C'est ça, c'est mon réveil. Essayez de faire passer ça sur... Ouais, je me demande si c'est pas... Patrick, alors la solidarité. Je crois que c'est Patrick qui m'appelle. Éteins ton réveil. Vous voyez, j'avais peur de ne pas être réveillée. Non, voilà. Et donc, je présente mes excuses. Et quand elle a été scolarisée, j'ai arrêté. Et puis quand elle était un peu plus grande et que j'ai compris que je pouvais un peu la laisser et repartir, j'ai repris. Voilà. Et Plus belle la vie ne m'a jamais empêché de faire du théâtre parce qu'ils ont toujours été extrêmement conciliants. Ils ont toujours arrangé les dates pour que je puisse jouer avec eux et monter sur le plateau. Et c'est la même question pour tous les deux, puisque vous êtes associés à des séries, donc des tournages où c'est relativement confortable, parce que si on se trompe, on la refait, etc. Est-ce que dans votre cas... Boubou Est-ce que dans votre cas, le fait de... On salue le prochain invité. Je sais plus ce que je disais. Tu me demandais s'il y avait une différence? Oui, voilà. Est-ce que dans le fait de jouer, le théâtre, c'est se mettre plus en danger, en fait? Parce que c'est quelque chose qui, là, il n'y a pas de... c'est en direct. Est-ce que ça a ça participe au choix, je veux dire, dans ce métier? Est-ce que c'est plus confortable de rester on va dire, à la télévision ou au cinéma où on peut en faire, ou c'est se mettre en danger? Parce que tout le monde ne passe pas au théâtre. Moi, si je peux répondre à ça, je vais vous dire pourquoi moi je préfère le théâtre à l'image. C'est que le théâtre, vous êtes là, et qu'on partage directement quelque chose avec le public, ce qu'on n'a jamais quand on est à la télé. On le partage entre nous, dans l'équipe, et avec le réalisateur qui peut trouver ça bien ou pas. Là, à un moment donné, on a des auteurs, un metteur en scène qui nous a mis sur le plateau, mais après, la scène nous appartient, et on joue entre nous, et quand on a la chance en plus d'être dans une équipe... dans une troupe aimante, c'est génial, mais il y a surtout cet autre personnage qui est le public, et je pense que c'est pour ça qu'on aime le théâtre, pour partager ça en direct. Et toi, Patrick? Oui, moi, j'ai davantage le trac à l'écran, en tous les cas, face à la caméra. Quand j'entends action, je me dis, pourvu que j'ai dit mon texte jusqu'au bout, alors je le sais, hein, mais c'est plus difficile. Au théâtre, j'ai l'impression, bien sûr, ce que dit Rebecca, il y a le public, et puis il y a le fait d'être plus responsable de son travail aussi au théâtre. C'est-à-dire qu'on peut, des fois, on tourne une séquence à la télévision ou au cinéma, on se dit, je ne suis pas satisfait. Et finalement, ça va être monté de telle manière que, quand on le voit, on dit, tiens, ben, ça passe. Le contraire, l'inverse aussi. Hein. Mais au théâtre, on est responsable de son travail. On n'a pas de... justement, il n'y a pas le preneur de son, il n'y a pas une histoire de caméra, d'angle, etc. Donc c'est aussi appréciable. Enfin, moi, ça me plaît de ce point de vue. Donc, alors maintenant, les projets, puisque... Alors, Rebecca, forcément, on est déjà ce soir, on continue la pièce qui a démarré il y a quelques mois, et qui, je suppose... Je juste à signaler qu'on entend d'autres réveils, oui. Et que, pour le coup, c'était pas le mien. Oui, c'est ça. Moi, je suis déjà réveillée, maintenant, il est temps de vous réveiller. Je suis témoin. Parisot était réveillé depuis longtemps. Voilà.
Donc, l'actualité en dehors on va dire de la pièce, il y a cette fameuse émission qui redémarre. Oui, je reprends après 20 ans d'arrêt Il y a que la vérité qui compte, qui était une émission avec Fontaine et Bataille. Finalement, ils ont pris quelques émissions qu'ils ont mis en rediffusion sur C8. Ils se sont rendus compte que l'émission avait peut-être pas le même succès qu'à l'époque, mais en tous les cas un vrai succès et une vraie attente et une vraie demande. Donc on fait un petit pari et on reprend. Donc on va reprendre quelques inédits qui passeront pour le coup à partir de septembre, je crois, sur C8. Avec la même équipe, avec 20 ans de plus, c'est super rigolo. Vous allez toujours voir. le courrier, vous amenez le J'apporte toujours le courrier, je dis toujours la vérité est au bout du couloir. On a juste un... Bah vous verrez, je ne vais pas vous raconter, mais en tous les cas, c'est quand même 3 personnes que vous avez peut-être l'habitude de voir il y a 20 ans. Et on a pris un peu cher, mais on est toujours là dans les mêmes... Alors j'ai une remarque qui vous concerne vous, mais qui me concerne moi, parce que moi, quand je choisis des pièces, je me mets à la place du public. Et je trouve que c'est très intelligent, même si ce n'est pas volontaire, c'est d'être présent à la télévision, ça aide à ce que le public aille voir les pièces. Et je trouve que c'est une remarque que vous devriez noter, parce que les comédiens qui passent à la télé sont ceux qui vont faire venir du public dans les pièces. Et ces fameux bankable, etc., aujourd'hui, c'est pas ça qui draine. Mais si vous avez une popularité, quand je dis la popularité dans le bon sens, on a l'exemple, tout à l'heure on va recevoir Boudère, voilà, c'est parce que... Eh ben, justement, j'allais vous en parler, et Boudère le dira très bien, mais on a eu la chance de jouer cette pièce avec parfois un public absolument pas habitué. Alors habitué parfois au stand-up ou plus à la télé, et il y a plein de gens qui sont venus en nous disant c'est la première fois qu'on voit une pièce de théâtre, et on s'est régalé. Et ça, effectivement, c'est clairement parce qu'ils dans vous connaissent, Boudère. voilà. Mais parce qu'ils suivent Boudère, qu'ils l'ont vu et qu'ils ont envie de le voir. Mais toi aussi, parce que c'est sûr que moi je le vois pour toutes les pièces que je programme. Si j'ai pas quelqu'un de télé, c'est plus difficile, c'est marrant, qu'avec des vrais comédiens de théâtre, etc. Parce que ça fonctionne moins. Donc c'est un message que je vous passe, c'est tant que vous êtes et dans Camping Paradis et dans La Vérité et au bout du couloir, je sais plus. Donc c'est intéressant parce que quand vous toucherez les productions, ça sera sensible, on vous choisira plutôt vous que quelqu'un d'autre. Donc c'est bien d'être et au cinéma et à la télévision, au théâtre. Ce que j'ai toujours fait dans mes festivals, c'est de dire la proximité du public qui n'existe plus par ailleurs comme ça. Et surtout, je sais que vous êtes comédien, mais par opportunité, si demain on vous propose un film, vous allez le faire, si on vous propose une pièce, vous allez la faire, si vous avez une série, vous allez la faire. C'est logique, vous n'êtes pas comédien. Alors qu'avant, il y avait vraiment on appelait les comédiens de télévision, les comédiens de cinéma, comme si c'était une catégorie... Ça existe quand même encore un petit peu. Mais beaucoup moins, franchement beaucoup moins. Quand même un petit peu. Mais beaucoup moins. Mais quand même un petit peu. C'est ce que je disais, beaucoup moins. Donc, toi, alors, le mot de la fin, toi, après, bon, t'es toujours... Alors, je pensais abandonner un peu Parisot, voilà, c'est un personnage... Non. Tu vois? Non, je disais hier soir à Michel aussi que j'aimais beaucoup ce personnage. Mais pour enfoncer le clou, on m'a proposé de faire un épisode uniquement sur Parisot, donc à Colmar, puisqu'il habite Colmar. Et dans les épisodes actuels, je souligne, enfin, il est souvent dit Colmar, j'ai souvent dit Colmar, ça prépare un peu cet épisode-là, où donc c'est hors camping. Voilà, donc ça se tournera à Colmar en novembre-décembre. Voilà. Et puis on verra ce que ça donne. Soit ils continueront, soit ça s'arrêtera là, mais ce sera 90 minutes. Et puis je retiens ce que tu as dit tout à l'heure, parce que moi je répète une pièce aussi en ce moment avec 3 comédiens, enfin nous sommes 3, Pierre Dio et Di Chignara, et une comédie que j'aime beaucoup. Et qui, voilà, peut-être qu'on viendra la jouer l'année prochaine. J'espère bien, je ferai beaucoup de résidences et on vient tous chez nous. Hein. Voilà, mais voilà en tous les cas Et tu verras que le fait si tu fais une pièce, toi, ils viendront parce que avant tout, même si les comédiens ont beaucoup de talent, c'est toi qui les feras venir. Donc, oui. Et moi je voulais juste rajouter quelque chose parce que j'ai eu la chance, juste avant la fin de Plus belle la vie, j'ai réussi à partir avant la fin pour rejoindre Patrick et toute la troupe. Et j'ai tourné un épisode de Camping Paradis qui va être diffusé très prochainement, début juillet, et qui a été tourné à La Réunion. Voilà.
Donc, Ah oui, avec ça, tu penses, la pète est tournée dans le Var, hein, donc en non, plus, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on fait un métier extraordinaire. ouais, c'est ça. Oui, il y a certains me disent, tiens, on est en train d'en tourner une à Tahiti, je ne sais plus qui est à Tahiti quand je les appelle, l'autre est à Réunion, j'en ai là plein qui sont en Martinique, je dis ça va quoi, la France, ils n'ont pas choisi le Nord, Colmar et... C'est la preuve, T'as pas eu le bol par exemple. Tu sais, je verrais bien, peut-être pas un Saint-Lancel, mais pourquoi pas sur un Parisot. Parce que tu corresponds à une vraie attente du public qui se reconnaît, que les gens se reconnaissent et en plus c'est moins cher, pas de décor, tu peux tourner partout. Je retire. En tout cas, Rebecca, Patrick, merci d'être passé sur ce masterclass. Ce soir, on se retrouve à Semaine pour le tournée avec le retour. Je me réveille, donc je serai réveillée ce soir, ne vous inquiétez pas. Et Patrick, on te voit donc dans le camping paradis tous les deux, c'est quand ça passe? Ça va être début juillet, je crois. Début juillet. Ah ben donc on est dans l'actualité, c'est génial ça. Ah oui. Super. Bah merci. Merci Et à vous. on se retrouve pour une nouvelle rencontre.